Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Dans ce dernier chapitre, nous allons voir un certain nombre de réactions en chimie organique ainsi que les mécanismes associés à ces réactions. En particulier, nous verrons de manière plus détaillée les réactions de substitution nucléophile SN et d'élimination E, puis nous verrons quelques réactions d'addition. Il existe différents mécanismes associés aux réactions de substitution nucléophile, les SN2 pour substitution nucléophile bimoléculaire et les SN1 pour substitution nucléophile monomoléculaire. L'équation bilan générale de toutes les réactions de substitution est telle que décrit ici. Un groupement X, appelé nucléofuge, va être remplacé, substitué par un nucléophile. Le nucléophile chargé négativement peut être par exemple HO-, NH2- ou RO-, un alcoolate. Le nucléophile entrant dans ces réactions de substitution nucléophile peut également être une espèce neutre, comme par exemple H2O, RNH2 ou ROH. Dans tous les cas, un nucléophile est une espèce qui possède des doublés libres pouvant interagir sur le carbone déficient en électrons. Il existe deux mécanismes limites permettant de décrire les réactions de substitution nucléophile. Les substitutions nucléophiles d'ordre 1, notées SN1, et les substitutions nucléophiles d'ordre 2, SN2. En fait, ces deux mécanismes diffèrent par l'ordre de rupture de la liaison CX et de la formation de la liaison CNU. Commençons tout de suite par les réactions de substitution nucléophile bimoléculaire SN2. Au niveau du mécanisme, la liaison CX étant polarisée, le carbone porte une charge delta+, il est donc électrophile et peut être attaqué par un nucléophile pour former au final X- et l'espèce comportant la liaison carbone-nucléophile. Commençons tout de suite par les réactions de substitution nucléophile bimoléculaire SN2. Au niveau du mécanisme, la liaison CX étant polarisée, le carbone porte une charge delta+, il est donc électrophile et peut être attaqué par un nucléophile pour former au final X- et l'espèce comportant la liaison carbone-nucléophile. Commençons tout de suite par les réactions de substitution nucléophile bimoléculaire SN2. Au niveau du mécanisme, la liaison CX étant polarisée, le carbone porte une charge delta+, il est donc électrophile et peut être attaqué par un nucléophile pour former au final X- et l'espèce comportant la liaison carbone-nucléophile. Commençons tout de suite par les réactions de substitution nucléophile bimoléculaire SN2. Au niveau du mécanisme, la liaison CX étant polarisée, le carbone porte une charge delta+, il est donc électrophile et peut être attaqué par un nucléophile pour former au final X- et l'espèce comportant la liaison carbone-nucléophile. Commençons tout de suite par les réactions de substitution nucléophile bimoléculaire SN2. Au niveau du mécanisme, la liaison CX étant polarisée, le carbone porte une charge delta+, il est donc électrophile et peut être attaqué par un nucléophile pour former au final X- et l'espèce comportant la liaison carbone. D'un point de vue stéréochimique, l'inversion de Walden peut impliquer l'inversion de configuration du carbone asymétrique sur lequel la D'un point de vue stéréochimique, l'inversion de Walden peut impliquer l'inversion de configuration du carbone asymétrique sur lequel la D'un point de vue stéréochimique, l'inversion de Walden peut impliquer l'inversion de configuration du carbone asymétrique sur lequel la D'un point de vue stéréochimique, l'inversion de Walden peut impliquer l'inversion de configuration du carbone asymétrique sur lequel la D'un point de vue stéréochimique, l'inversion de Walden peut impliquer l'inversion de configuration du carbone asymétrique sur lequel la D'un point de vue stéréochimique, l'inversion de Walden peut impliquer l'inversion de configuration du carbone asymétrique sur lequel la D'un point de vue stéréochimique, l'inversion de Walden peut impliquer l'inversion de configuration du carbone asymétrique sur lequel la
D'un point de vue stéréochimique, l'inversion de Walden peut impliquer l'inversion de configuration du carbone asymétrique sur lequel la D'un point de vue stéréochimique, l'inversion de Walden peut impliquer l'inversion de configuration du carbone asymétrique sur lequel la D'un point de vue stéréochimique, l'inversion de Walden peut impliquer l'inversion de configuration du carbone asymétrique sur lequel la D'un point de vue stéréochimique, l'inversion de Walden peut impliquer l'inversion de configuration du carbone asymétrique sur lequel la D'un point de vue stéréochimique, l'inversion de Walden peut impliquer l'inversion de configuration du carbone asymétrique sur lequel la D'un point de vue stéréochimique, l'inversion de Walden peut impliquer l'inversion de configuration du carbone asymétrique sur lequel la Il existe différents paramètres qui influencent les réactions de SN2. Au niveau du carbone portant le groupement partant, également appelé nucléofuge, les réactions de type SN2 seront plus rapides sur les substrats RCH2X que sur les substrats RR'-CHX. Elles seront très lentes voire impossibles sur les carbones tétrasubstitués. En effet, l'attaque du nucléophile est très sensible à l'encombrement stérique. Le nucléofuge doit pouvoir partir aisément. Dans le cas des halogènes, l'iode part plus facilement que le brome, qui part également plus facilement que le chlore. Le nucléophile doit posséder un caractère nucléophile puissant, c'est lui qui déclenche le processus réactionnel. Dans le cas des halogènes, I- est un meilleur nucléophile que Br- et que Cl-. Ce classement a été établi dans le chapitre précédent en considérant la polarisabilité et donc la taille de ces espèces. Suivant les caractéristiques des solvants vus dans le chapitre précédent, on choisira pour la réaction de SN2 un solvant aprotique et peu polaire. En effet, un solvant protique solvaterait bien le nucléophile, qui deviendrait beaucoup moins mobile et donc moins réactif. On peut donc utiliser comme solvant de réaction l'acétone, l'acétonitrile ou le DMF par exemple. On passe maintenant aux substitutions nucléophiles monomoléculaires notées SN1. Ces réactions s'effectuent suivant un mécanisme en deux étapes. Dans un premier temps, il y a rupture de la liaison CX pour former un carbocation. Celui-ci peut ensuite être attaqué par le nucléophile pour donner le produit de substitution. La première étape consistant en la formation du carbocation est réversible et c'est également l'étape cinétiquement déterminante de cette réaction. L'acte cinétiquement déterminant est monomoléculaire, on parle donc de réaction de substitution nucléophile monomoléculaire SN1. La loi de vitesse expérimentale est V égale K1 fois concentration de Rx, c'est-à-dire une réaction d'ordre 1 par rapport au substrat de départ, d'où le terme substitution nucléophile d'ordre 1. Notez dans ce mécanisme le passage par un carbocation. Celui-ci est plan et peut être attaqué de part et d'autre du plan, expliquant la formation de deux stéréoisomères possibles en fin de réaction. La réaction SN1 se déroule en deux étapes. Ici vous est représenté le profil énergétique de la réaction. D'un point de vue stéréochimique maintenant, il y a équiprobabilité d'attaque du nucléophile de part et d'autre du carbocation. Ceci implique que si le composé de départ possède comme seul carbone asymétrique celui sur lequel porte la substitution, alors on obtient en fin de réaction un mélange racémique. En effet, la substitution du chlore ici par un hydroxyle entraîne la formation de deux composés. La configuration absolue du carbone asymétrique du produit de départ est R, et celle des produits d'arrivée est S et R. Ces deux produits sont synthétisés en quantité équivalente en fin de réaction. Ce sont deux énantiomères obtenus en mélange racémique. Les réactions de substitution nucléophile se déroulant suivant un mécanisme de type SN1 ne sont donc pas stéréosélectives. On choisit maintenant un exemple dans lequel il existe deux carbones asymétriques. Le produit de départ est de configuration SR et les produits d'arrivée SS et SR. Remarquez que le premier carbone du produit de départ, de configuration absolue S, ne subit pas de réaction. La substitution nucléophile a lieu sur le deuxième carbone. Sa configuration absolue n'est donc pas touchée et les produits d'arrivée possèdent la même configuration absolue au niveau de ce carbone que celle du produit de départ.
Cette fois-ci, on obtient en fin de réaction deux diastéréoisomères dans des proportions identiques 50-50. Au niveau des paramètres influençant les réactions de type SN1, cette fois-ci, étant donné la formation d'un carbocation au cours du mécanisme, celui-ci doit être stabilisé pour être formé. Les effets inductifs donneurs des groupements alkyles seront donc stabilisants et les réactions SN1 seront favorisées par l'apparition d'un carbocation tertiaire par rapport au carbocation secondaire ou primaire. N'oubliez pas que d'autres effets peuvent intervenir dans la stabilisation d'un carbocation, notamment les effets mésomères. Le nucléofuge doit pouvoir partir très facilement puisque de son départ va dépendre la formation du carbocation. Contrairement aux réactions de type SN2, ici, le rôle du nucléophile est moins important puisque les espèces carbocationiques sont très faciles à attaquer. Cette fois-ci, au niveau du solvant, il faudra privilégier les solvants polaires et protiques. En effet, un solvant polaire pourra stabiliser le carbocation formé et grâce au caractère protique du solvant, des liaisons hydrogènes pourront se former avec le nucléofuge, favorisant ainsi la rupture de la liaison CX. Nous allons maintenant nous intéresser aux réactions d'élimination et comme dans le cas des substitutions nucléophiles, les réactions d'élimination admettent une équation bilan de ce type. Lors d'une telle réaction, le nucléofuge noté X, ici, est éliminé en même temps qu'un hydrogène porté par le carbone voisin de la liaison carbone-X, et ceci en présence d'une base. En effet, du fait de la propagation de l'effet inductif attracteur exercé par le groupement X, cet hydrogène est acide et peut être arraché par une base. Il se forme ainsi un alcène, BH, et X- sont également présents dans le milieu en fin de réaction. À l'instar des réactions de substitution nucléophile, il existe deux mécanismes limites pour les réactions d'élimination. Les éliminations d'ordre 1, notées E1, et les éliminations d'ordre 2, E2. Parmi les carbones voisins du carbone portant X, il peut y en avoir plusieurs qui sont liés à un hydrogène. Tous ces hydrogènes ne pourront pas être arrachés par la base, un seul sera en général privilégié, on parle alors de régiosélectivité. Les réactions d'élimination sont donc régiosélectives. S'il existe plusieurs H portés par des carbones voisins de la liaison CX, alors un seul sera attaqué de manière préférentielle. Cette attaque aura lieu en suivant la règle empirique de Zaïtsev. Les réactions d'élimination admettent une équation bilan de ce type. Lors d'une telle réaction, voyons quelques exemples illustrant la règle de Zaïtsev. Soit le dérivé chloré suivant. Le seul élément plus électronégatif que les carbones dans cette molécule est le chlore. La liaison carbone-chlore est polarisée avec une charge partielle positive sur le carbone et une charge partielle négative sur le chlore. L'atome de chlore est ici le nucléofuge. Le carbone portant le chlore est lié à deux CH3 identiques et à un groupement CH2-CH3. Il existe donc deux H portés par des carbones voisins de la liaison CX susceptibles d'être arrachés par la base HO-. Si la base attaque le H noté en bleu, il y aura rabattement du doublet entre les deux carbones et départ du chlore pour donner l'alcène noté ici. Si cette fois-ci HO- attaque le H rose, il y aura rabattement du doublet de liaison CH sur la liaison carbone-carbone, tel qu'indiqué en rose, et de nouveau départ du chlore. On forme alors l'alcène en bas à droite. C'est cet alcène qui est le plus stable puisqu'il est le plus substitué. En effet, la double liaison est ici liée à 3 groupements alkyles et à un seul hydrogène, alors que la double liaison du composé au-dessus est liée à 2 groupements alkyles et à 2 hydrogènes. Au final, pour savoir quel est l'alcène le plus substitué, voyons quelques exemples illustrant la règle de Zaïtsev. Soit le dérivé chloré suivant. Le seul élément plus électronégatif que les carbones dans cette molécule est le chlore. La liaison carbone-chlore est polarisée avec une charge partielle positive sur le carbone et une charge partielle négative sur le chlore.
L'atome de chlore est ici le nucléofuge. Le carbone portant le chlore est lié à deux CH3 identiques et à un groupement CH2-CH3. Il existe donc deux H portés par des carbones voisins de la liaison CX susceptibles d'être arrachés par la base Et-. Si la base attaque le H noté en bleu, il y aura rabattement du doublet entre les deux carbones et départ du chlore pour donner l'alcène noté ici. Si cette fois-ci Et- attaque le H rose, il y aura rabattement du doublet de liaison CH sur la liaison carbone-carbone, telle qu'indiquée en rose, et de nouveau départ du chlore. On forme alors l'alcène en bas à droite. C'est cet alcène qui est le plus stable puisqu'il est le plus substitué. En effet, la double liaison est ici liée à 3 groupements alkyles et à un seul hydrogène, alors que la double liaison du composé au-dessus est liée à 2 groupements alkyles et à 2 hydrogènes. Au final, pour savoir quel est l'alcène le plus substitué, voyons quelques exemples illustrant la règle de Zaïtsev. Soit le dérivé chloré suivant. Le seul élément plus électronégatif que les carbones dans cette molécule est le chlore. La liaison carbone-chlore est polarisée avec une charge. Après ces quelques généralités concernant les réactions d'élimination, intéressons-nous plus particulièrement au mécanisme des réactions d'élimination bimoléculaires E2. Ces réactions se déroulent en une seule étape, selon le mécanisme noté ici. 2 molécules de réactifs, le substrat et la base B-, interviennent dans ce mécanisme en un seul acte élémentaire. On parle donc de réaction bimoléculaire. La loi de vitesse expérimentale est V égale K fois concentration de Rx fois concentration de B-. Elle est donc d'ordre 2, d'où le terme réaction d'élimination d'ordre 2. Remarquez que cette loi de vitesse est similaire à celle des réactions de substitution nucléophile d'ordre 2. Il y aura donc compétition entre les réactions E2 et SN2. Nous reviendrons sur cette remarque un peu plus loin dans ce chapitre. Le mécanisme noté ici montre que bien qu'il y ait libre rotation autour de la liaison carbone-carbone, la réaction d'élimination E2 n'a lieu que dans la conformation particulière représentée ici. Autrement dit, la base B- n'attaque l'hydrogène que lorsqu'il est en anti par rapport à X, c'est-à-dire lorsque les liaisons CH et CX sont dans le même plan mais pointent dans des directions opposées. Il s'agit de la conformation dans laquelle est représenté le substrat ici. Ceci permet en réalité de minimiser les répulsions électroniques entre B- et X. Ce paramètre est essentiel dans les réactions d'élimination de type E2, puisque si le substrat ne peut pas adopter une conformation qui permet à l'hydrogène d'être en anti par rapport au nucléofuge, alors la réaction ne pourra avoir lieu. Le profil énergétique général de ces réactions en un seul acte élémentaire est identique à celui présenté dans la partie consacrée aux substitutions nucléophiles d'ordre 2. Cependant, l'énergie d'activation est ici généralement plus élevée. Il sera donc généralement nécessaire de chauffer le milieu réactionnel pour que la réaction d'élimination E2 puisse avoir lieu. En termes de stéréochimie, la réaction E2 est stéréospécifique. En effet, à partir d'un stéréoisomère de configuration absolue donnée, on obtiendra un seul des deux alcènes envisageables s'il possède une stéréoisomérie ZE, et en outre, si l'on part d'un stéréoisomère différent, on aboutira à un autre alcène. Dans cet exemple, la base, c'est-à-dire le méthanolate, peut réagir avec deux H différents. Cependant, si on respecte la règle de Zaïtsev, c'est bien celui indiqué ici qui va être attaqué préférentiellement. Le rabattement du doublet de liaison entre les deux carbones va entraîner le départ du nucléofuge, le brome. On obtient alors l'alcène représenté ici, c'est-à-dire de configuration E. Si maintenant on part d'un diastéréoisomère du produit de départ précédent, ici le carbone asymétrique dont la configuration absolue a changé est entouré en vert, on obtiendra après arrachement du H en anti de Br l'alcène Z représenté ici. Finalement, en partant de deux stéréoisomères, on obtient deux stéréoisomères. La configuration du produit d'arrivée dépend donc de la stéréochimie du produit de départ. Les réactions mises en jeu ici sont bien stéréospécifiques.
Dans le cas des réactions d'élimination, il existe aussi un certain nombre de paramètres influençant la réaction. En particulier, la vitesse de réaction peut être influencée par l'environnement du carbone portant le nucléofuge. Cependant, expérimentalement, il a été montré que ce facteur était relativement peu influent dans le cas des mécanismes E2. Le nucléofuge doit pouvoir partir aisément, mais le facteur essentiel dans les réactions de type E2 reste la force de la base. En effet, l'attaque de la base déclenche le processus réactionnel, il faudra donc utiliser une bonne base. Le mécanisme E2 étant similaire au mécanisme SN2 en termes d'apparition-disparition de charge, le raisonnement concernant les propriétés du solvant est identique. Il faut un solvant aprotique et peu polaire pour ces réactions d'élimination E2. Si on s'intéresse à la réaction d'élimination E1 en termes de stéréochimie, on peut dire que cette réaction n'est pas stéréospécifique puisque les deux alcènes Z et E sont obtenus en fin de réaction. Elle est cependant partiellement stéréosélective. En effet, quel que soit l'halogénoalcane de départ, on formera majoritairement l'un des deux alcènes possibles, l'alcène E qui est le plus stable. Dans cet exemple, après départ du brome, la base HO- va attaquer le proton porté par un carbone voisin du carbocation et le choix du proton sera dicté par la règle de Zaïtsev. Ici, c'est le proton en bas à gauche qui sera arraché et les deux alcènes Z et E représentés ici pourront se former grâce à la libre rotation de la liaison carbone-carbone dessinée à l'horizontale dans le produit de départ. Toutefois, l'alcène E plus stable sera majoritaire dans le mélange final. Les paramètres influençant les réactions d'élimination E1 sont généralement comparables à ceux influençant les réactions de substitution nucléophile SN1, et ceci résulte d'un mécanisme réactionnel passant dans les deux cas par la formation d'un carbocation. Plus le carbocation envisagé sera stable, les paramètres influençant les réactions d'élimination E1 sont généralement comparables à ceux influençant les réactions de substitution nucléophile SN1, et ceci résulte d'un mécanisme réactionnel passant dans les deux cas par la formation d'un carbocation. Plus le carbocation envisagé sera stable, les paramètres influençant les réactions d'élimination E1 sont généralement comparables à ceux influençant les réactions de substitution nucléophile SN1, et ceci résulte d'un mécanisme réactionnel passant dans les deux cas par la formation d'un carbocation. Pour conclure sur les réactions de substitution nucléophile et d'élimination, nous allons revenir sur les définitions de régiosélectivité, stéréosélectivité et stéréospécificité en nous appuyant sur un exemple détaillé. Dans un deuxième temps, après avoir étudié chaque réaction de substitution nucléophile et d'élimination séparément, nous allons voir maintenant la possibilité de compétition entre ces réactions, mais également les facteurs qui favoriseront une réaction de substitution nucléophile par rapport à une réaction d'élimination et inversement. Nous terminerons cette partie par quelques exercices. Pour conclure sur les réactions de substitution nucléophile, revenons sur les différentes définitions vues dans la première partie de ce chapitre. Une réaction est dite régiosélective si, à partir d'un substrat possédant plusieurs sites réactifs potentiels, c'est-à-dire susceptibles de conduire a priori à plusieurs produits isomères de position ou de constitution, elle donne majoritairement l'un des produits isomères. Une réaction pouvant donner a priori plusieurs produits stéréoisomères mais conduisant préférentiellement à un certain nombre de ces stéréoisomères est dite stéréosélective. Dernier cas, soit une réaction pouvant se faire à partir de réactifs stéréoisomères et susceptible de conduire a priori à plusieurs produits stéréoisomères, si à partir d'un stéréoisomère réactif donné, la réaction conduit majoritairement à un stéréoisomère produit donné, cette réaction sera dite stéréospécifique. Ainsi, une réaction stéréospécifique est obligatoirement stéréosélective. Voici un exemple pour illustrer ces trois définitions. On s'appuiera ici sur la réaction d'élimination d'ordre 2. Soit ce composé de départ en présence d'une base HO-. Deux atomes d'hydrogène différents peuvent être arrachés a priori. Finalement, deux alcènes peuvent être obtenus. Il s'agit de deux isomères de position d'insaturation.
Cependant, d'après la règle de Zaïtsev, on forme l'alcène le plus stable, ici le plus substitué. Parmi les différents isomères possibles, un sera formé préférentiellement, la réaction est régiosélective. Maintenant, on s'intéresse au mécanisme de la réaction. La base H- arrache le proton tel que représenté sur le schéma et s'ensuit le départ du chlore. A priori, deux alcènes peuvent être formés, les deux diastéréosomères Z et E. Cependant, nous avons vu que l'attaque du H par la base avait lieu lorsque celui-ci était en anti du chlore pour minimiser les interactions électrostatiques entre la base et le chlore. Finalement, parmi les deux diastéréosomères, un sera formé majoritairement, la réaction est stéréosélective. Le composé de départ est de configuration RS. Maintenant, on s'intéresse à un diastéréosomère de ce composé de départ, par exemple le diastéréosomère de configuration SS. En présence de HO-, on peut former a priori l'alcène E ou l'alcène Z. Cependant, du fait de la configuration anti du H arraché par rapport au nucléofuge Cl, on forme majoritairement l'alcène de gauche. Finalement, si on part du diastéréosomère RS, on obtient l'alcène Z, alors que si on part du diastéréosomère SS, on obtient l'alcène E. Autrement dit, la configuration du produit d'arrivée dépend de la configuration du produit de départ. La réaction est donc stéréospécifique. Intéressons-nous maintenant aux possibilités de compétition entre les réactions de substitution nucléophile et d'élimination. C'est parce qu'une même espèce peut à la fois agir comme nucléophile ou comme base qu'il peut y avoir compétition entre substitution nucléophile et élimination. Dans ce cas, il faudra analyser les paramètres de la réaction pour prévoir le produit majoritaire formé. Les facteurs favorisant une réaction de substitution nucléophile sont une température moyenne. En effet, ces réactions ont une énergie d'activation EA plus faible que les réactions d'élimination, et un bon nucléophile qui serait une mauvaise base. C'est le cas par exemple des halogénures Cl-, Br- ou de la base HO- diluée. A l'inverse, une réaction d'élimination sera favorisée par une température élevée ou par la présence d'une bonne base qui serait un mauvais nucléophile. Malheureusement, ce type d'espèce n'existe pas. On utilisera donc un chauffage important et une concentration élevée en base, par exemple HO- concentré. Passons maintenant à quelques exercices permettant de mettre en pratique toutes les notions dont nous venons de parler. Dans ce premier exercice, connaissant les produits de départ d'une réaction et éventuellement le solvant, on vous demande de déterminer quel est le type de réaction qui aura lieu, quel est le mécanisme de la réaction et éventuellement la stéréochimie du ou des produits de la réaction. Dans ce premier exemple, H- peut jouer aussi bien le rôle de nucléophile que de base. Il n'est pas précisé ici que la réaction est chauffée, il s'agit donc a priori d'une réaction de substitution nucléophile. Reste à déterminer le mécanisme de la réaction, SN1 ou SN2. Nous allons pour cela estimer la possibilité de formation d'un carbocation stabilisé. On imagine pour cela le départ du nucléofuge, le chlore, et on considère le carbocation ainsi formé. Ce carbocation est secondaire, mais il est stabilisé par effet mésomère. Passons maintenant à quelques exercices permettant de mettre en pratique toutes les notions dont nous venons de parler. Dans ce premier exercice, connaissant les produits de départ d'une réaction et éventuellement le solvant, on vous demande de déterminer quel est le type de réaction qui aura lieu, quel est le mécanisme de la réaction et éventuellement la stéréochimie du ou des produits de la réaction. Dans ce premier exemple, H- peut jouer aussi bien le rôle de nucléophile que de base. Il n'est pas précisé ici que la réaction est chauffée, il s'agit donc a priori d'une réaction de substitution nucléophile.
Reste à déterminer le mécanisme de la réaction SN1 ou SN2. Nous allons pour cela estimer la possibilité de formation d'un carbocation stabilisé. On imagine pour cela le départ du nucléofuge, le chlore, et on considère le carbocation ainsi formé. Ce carbocation est secondaire, mais il est stabilisé par effet mésomère. Passons maintenant à quelques exercices permettant de mettre en pratique toutes les notions dont nous venons de parler. Dans ce premier exercice, connaissant les produits de départ d'une réaction et éventuellement le solvant, on vous demande de déterminer quel est le type de réaction qui aura lieu, quel est le mécanisme de la réaction et éventuellement la stéréochimie du ou des produits de la réaction. Dans ce premier exemple, H- peut jouer aussi bien le rôle de nucléophile que de base. Il n'est pas précisé ici que la réaction est chauffée, il s'agit donc a priori d'une réaction de substitution nucléophile. Reste à déterminer le mécanisme de la réaction SN1 ou SN2. Nous allons pour cela estimer la possibilité de formation d'un carbocation stabilisé. On imagine pour cela le départ du nucléofuge, le chlore, et on considère le carbocation ainsi formé. Ce carbocation est secondaire, mais il est stabilisé par effet mésomère. Passons maintenant à quelques exercices permettant de mettre en pratique toutes les notions dont nous venons de parler. Dans ce premier exercice, connaissant les produits de départ d'une réaction et éventuellement le solvant, on vous demande de déterminer quel est le type de réaction qui aura lieu, quel est le mécanisme de la réaction et éventuellement la stéréochimie du ou des produits de la réaction. Dans ce nouvel exemple, dans l'exercice 3, on vous demande d'expliquer la formation d'un composé cyclique, l'oxacyclopentane, lors du traitement du 4-bromobutane-1-ol par l'hydroxyde de sodium aqueux. Lorsqu'on traite le 4-bromobutane-1-ol par l'hydroxyde de sodium aqueux, NaOH, dans l'eau, les ions H- vont dans un premier temps agir en tant que base, en arrachant le H acide de l'alcool. En effet, il existe une charge delta+ importante sur le H porté par l'oxygène due à la différence d'électronégativité importante entre ces deux atomes. On forme alors l'alcoolate correspondant à l'alcool de départ. Le composé ainsi formé présente un oxygène chargé négativement, riche en électrons, 3 doublés non liants sur l'oxygène, qui peut jouer le rôle de nucléophile. À l'autre extrémité de la molécule, on trouve un carbone delta+, puisqu'il existe une différence d'électronégativité entre l'atome de carbone et de brome.
Ce carbone va donc subir une attaque nucléophile intramoléculaire. Le nucléophile et le nucléofuge sont portés par la même molécule, entraînant ainsi la formation d'un composé cyclique. Le carbocation qui serait formé par départ du nucléofuge, c'est-à-dire par départ de Br, serait primaire, donc non stable. Il ne se formera pas au cours de la réaction, on passera par un mécanisme de type SN2, facilité par la proximité des deux sites réactifs au sein de la même molécule. L'attaque du nucléophile se fera à l'opposé du brome, d'où la modification de conformation de la molécule de gauche sur le schéma ci-dessous. Je vous rappelle ici que les réactions d'élimination sont très défavorisées sur les halogénoalcanes primaires, et c'est pour cette raison qu'une réaction de substitution nucléophile SN2 a été choisie dans cet exemple, malgré le fait que l'alcoolate peut réagir en tant que nucléophile ou en tant que base. Dans l'exercice 3, on vous demande d'expliquer la formation d'un composé cyclique, l'oxacyclopentane, lors du traitement du 4-bromobutane-1-ol par l'hydroxyde de sodium aqueux. Lorsqu'on traite le 4-bromobutane-1-ol par l'hydroxyde de sodium aqueux, NaOH, dans l'eau, les ions H- vont dans un premier temps agir en tant que base, en arrachant le H acide de l'alcool. En effet, il existe une charge delta+ importante sur le H porté par l'oxygène, due à la différence d'électronégativité importante entre ces deux atomes. On forme alors l'alcoolate correspondant à l'alcool de départ. Le composé ainsi formé présente un oxygène chargé négativement, riche en électrons, 3 doublés non liants sur l'oxygène, qui peut jouer le rôle de nucléophile. À l'autre extrémité de la molécule, on trouve un carbone delta+, puisqu'il existe une différence d'électronégativité entre l'atome de carbone et de brome. Ce carbone va donc subir une attaque nucléophile intramoléculaire. Le nucléophile et le nucléofuge sont portés par la même molécule, entraînant ainsi la formation d'un composé cyclique. Le carbocation qui serait formé par départ du nucléofuge, c'est-à-dire par départ de Br, serait primaire, donc non stable. Il ne se formera pas. Nous allons maintenant voir quelques réactions d'addition, mais de façon beaucoup moins détaillée que dans le cas des réactions de substitution nucléophile et d'élimination. Voyons tout d'abord les réactions d'addition sur les alcènes, c'est-à-dire sur les doubles liaisons carbone-carbone. Ces additions électrophiles admettent une équation bilan telle que celle encadrée ici. L'addition d'une molécule AB sur une double liaison conduit à la formation de 2 carbones tétraédriques hybridés sp3. Ces réactions sont fortement exothermiques et quasi totales. La molécule AB subit une coupure hétérolytique puisque soit AB est polaire et l'élément le plus électronégatif va récupérer le doublé de liaison, soit AA est polarisable du fait de la présence du nuage électronique de la double liaison. Par exemple, lorsque la molécule Br2 approche du nuage électronique de la double liaison, les électrons de la liaison brome-brome sont repoussés sur le brome le plus éloigné du doublet pi de la double liaison, faisant ainsi apparaître des charges partielles delta+ et delta- sur chacun des atomes de brome. N'oubliez donc jamais que les réactions d'addition sur les doubles liaisons sont des additions électrophiles puisque les doubles liaisons sont des zones riches en électrons. Voici quelques exemples de réactions. Ici, la molécule de dibrome présente une charge delta+ sur un des atomes de brome, celui le plus proche de la double liaison, et une charge delta- sur le brome le plus éloigné. Ainsi, la double liaison riche en électrons va attaquer le site électrophile de la molécule Br2 et, sans vous donner plus de détails concernant le mécanisme, on obtient le composé de droite où les 2 carbones impliqués dans la double liaison portent maintenant un brome. Dans ce deuxième exemple, HBr est une molécule polaire due à la différence d'électronégativité des éléments H et Br. Comme précédemment, le doublet pi de la double liaison riche en électrons va attaquer l'hydrogène chargé delta+. 2 produits peuvent alors se former suivant sur quel carbone de la double liaison le proton va se fixer. Si l'hydrogène noté en rose se fixe sur le carbone de gauche de la double liaison, alors c'est le carbocation du haut qui se forme.
Par contre, si ce même hydrogène se fixe sur le carbone de droite de la double liaison, alors c'est le carbocation du bas qui se forme. Le carbocation le plus stable est celui du bas. C'est un carbocation tertiaire stabilisé par 3 effets inductifs donneurs. Voici quelques exemples de réactions. Ici, la molécule de dibrome présente une charge delta+ sur un des atomes de brome, celui le plus proche de la double liaison, et une charge delta- sur le brome le plus éloigné. Ainsi, la double liaison riche en électrons va attaquer le site électrophile de la molécule Br2 et, sans vous donner plus de détails concernant le mécanisme, voici un nouvel exemple d'addition sur les alcènes. Il s'agit d'une réaction d'hydratation d'un alcène. Ici, H+, noté sur la flèche, est le catalyseur de la réaction. Vous savez que l'espèce H+ n'existe pas en présence d'eau, il se forme donc l'espèce H3 ou plus qui va intervenir dans le mécanisme réactionnel. Voici un nouvel exemple d'addition sur les alcènes. Il s'agit d'une réaction d'hydratation d'un alcène. Ici, H+, noté sur la flèche, est le catalyseur de la réaction. Vous savez que l'espèce H+ n'existe pas en présence d'eau, il se forme donc l'espèce H3 ou plus qui va intervenir dans le mécanisme réactionnel. Voici un nouvel exemple d'addition sur les alcènes. Il s'agit d'une réaction d'hydratation d'un alcène. Ici, H+, noté sur la flèche, est le catalyseur de la réaction. Vous savez que l'espèce H+ n'existe pas. Passons maintenant aux additions sur les carbonyles C double liaison O. On parlera ici non plus d'addition électrophile, mais d'addition nucléophile. En effet, le carbone du carbonyle est déficient en électrons et va pouvoir être attaqué par des espèces nucléophiles pour former le composé tétraédrique comportant une charge négative sur l'oxygène. En présence d'un électrophile, on formera finalement l'espèce représentée à droite. L'étape lente de ce mécanisme correspond à l'attaque du nucléophile sur le carbone, c'est pour cela qu'on parlera bien toujours d'addition nucléophile. Cependant, les deux étapes du mécanisme précédent peuvent être inversées. Si l'électrophile est ajouté initialement dans le milieu contenant le dérivé carbonylé, on formera alors l'espèce intermédiaire présentant une charge positive sur le carbone. L'électrophilie du carbone est alors fortement augmentée et ce carbone chargé positivement. Passons maintenant aux additions sur les carbonyles C double liaison O. On parlera ici non plus d'addition électrophile, mais d'addition nucléophile. En effet, le carbone du carbonyle est déficient en électrons et va pouvoir être attaqué par des espèces nucléophiles pour former le composé tétraédrique comportant une charge négative sur l'oxygène. En présence d'un électrophile, on formera finalement l'espèce représentée à droite. L'étape lente de ce mécanisme correspond à l'attaque du nucléophile sur le carbone, c'est pour cela qu'on parlera bien toujours d'addition nucléophile. Cependant, les deux étapes du mécanisme précédent peuvent être inversées. Si l'électrophile est ajouté initialement dans le milieu contenant le dérivé carbonylé, on formera alors l'espèce intermédiaire présentant une charge positive sur le carbone. L'électrophilie du carbone est alors fortement augmentée et ce carbone chargé positivement. Passons maintenant aux additions sur les carbonyles C double liaison O. On parlera ici non plus d'addition électrophile, mais d'addition. Le premier exemple vous illustre l'addition d'eau sur les carbonyles. Dans ce cas, le produit obtenu est appelé hydrate. Ces réactions sont équilibrées. Dans un premier temps, le doublet libre de l'oxygène attaque le carbone delta+ du carbonyle. L'espèce intermédiaire formée présente un site acide et un site basique qui vont échanger un proton pour donner l'hydrate. Ce type de réaction acido-basique est également appelé prototropie. L'addition d'un alcool sur un carbonyle fournit un hémiacétal ou hémicétal. Dans un premier temps, le doublet libre de l'oxygène de l'alcool attaque le carbone delta+ du carbonyle. Comme précédemment, après prototropie, on obtient le composé attendu. Ces réactions entre fonctions alcool et carbonyle peuvent avoir lieu en intramoléculaire, c'est-à-dire lorsque ces deux fonctions sont portées par la même molécule.
Ainsi, sur cet exemple, on aboutit à la formation d'un hémiacétal cyclique. L'addition de l'espèce CN- en présence d'eau sur un carbonyle fournit le composé de droite, une cyanhydrine, c'est-à-dire un dérivé possédant un carbone portant un groupement OH et un groupement CN. Le nucléophile va, comme toujours dans ces réactions d'addition, attaquer le carbone delta+ du carbonyle. Le doublet pi de la double liaison CO se rabat sur l'oxygène qui portera donc une charge négative. Par réaction acido-basique avec l'eau présente dans le milieu réactionnel, on forme la cyanhydrine. Lorsque vous verrez NaCN comme réactif, pensez bien que ce sel est composé des ions Na+ et Cn-. L'addition d'hydrure sur un carbonyle va donner l'alcool correspondant. On parlera donc de réduction des carbonyles dans ce cas. NaBH4 est un sel qui se dissocie pour former Na+ et BH4-. L'électronégativité du bore est plus faible que celle de l'hydrogène. BH4- est donc une espèce qui va donner des hydrures, puisque l'hydrogène plus électronégatif va partir avec le doublet de liaison. Cette espèce nucléophile va attaquer le carbone delta+ du carbonyle et le doublet pi de la double liaison CO se rabat sur l'oxygène. On forme alors BH3, un acide de Lewis, et l'alcoolate de sodium. L'alcoolate étant une base, il va capter le proton de l'éthanol, le solvant de la réaction, pour fournir l'alcool attendu. Jusqu'à maintenant, les carbonyles étudiés portant des groupements R et R' étaient du type aldéhyde ou cétone. Si maintenant R' est remplacé par W, où W est un groupement inductif attracteur, comme c'est le cas par exemple pour OH, ou R', Cl, on parle de la réactivité des dérivés des fonctions acide carboxylique, c'est-à-dire acide carboxylique, ester, anhydride ou encore chlorure d'acide. Pour ces espèces, l'addition d'un nucléophile sera suivie d'une élimination. Finalement, W sera remplacé par le nucléophile dans l'équation bilan de la réaction présentée dans l'encadré. Prenons comme exemple la réaction d'estérification à partir du chlorure d'acyle RCOCl. L'espèce RO- est nucléophile et va donc pouvoir attaquer le carbone delta+ du carbonyle. Après rabattement du doublet pi de liaison sur l'oxygène, on obtient cette espèce. Le carbone central porte ici 3 groupements électroattracteurs, ce qui n'est pas très favorable. Le rabattement d'un des doublets libres de l'oxygène chargé négativement peut donc engendrer le départ du groupement OR', mais dans ce cas on revient au produit de départ. La première étape est donc équilibrée. Si le rabattement du même doublet entraîne le départ du chlore, alors on forme l'ester attendu. Si on reste sur une réaction d'estérification, mais que cette fois-ci le substrat de départ est l'acide carboxylique RCOOH, comme précédemment, le nucléophile va attaquer le carbone delta+ du carbonyle, et après rabattement du doublet pi sur l'oxygène, on forme cette espèce chargée. De même, le doublet libre de l'oxygène chargé négativement peut se rabattre, entraînant ainsi le départ du R'(O) ou le départ de OH pour former l'ester attendu. Notez ici que dans le cas d'une réaction d'estérification sur un chlorure d'acyle, la réaction est totale, alors que dans le cas d'une réaction d'estérification sur un acide carboxylique, la réaction est équilibrée. Ces réactions d'estérification peuvent également avoir lieu en présence d'un catalyseur acide H+. Dans ce cas, le doublet libre de l'oxygène va attaquer cette espèce électrophile. Jusqu'à maintenant, les carbonyles étudiés portant des groupements R et R' étaient du type aldéhyde ou cétone. Si maintenant R' est remplacé par W, où W est un groupement inductif attracteur, comme c'est le cas par exemple pour OH, ou R', Cl, on parle de la réactivité des dérivés des fonctions acide carboxylique, c'est-à-dire acide carboxylique, ester, anhydride ou encore chlorure d'acide. Pour ces espèces, l'addition d'un nucléophile sera suivie d'une élimination.
Finalement, W sera remplacé par le nucléophile dans l'équation bilan de la réaction présentée dans l'encadré. Prenons comme exemple la réaction d'estérification à partir du chlorure d'acyle RCOCl. L'espèce RO- est nucléophile et va donc pouvoir attaquer le carbone delta+ du carbonyle. Après rabattement du doublet pi de liaison sur l'oxygène, passons maintenant à quelques exercices sur les additions électrophiles et nucléophiles. L'exercice 1 concerne les additions électrophiles, c'est-à-dire les additions sur les doubles liaisons carbone-carbone riches en électrons. Considérons la réaction Hex-1n plus HBr. Dans un premier temps, le doublet pi de la double liaison va attaquer le H delta+ de HBr. Il s'agit bien ici d'une addition électrophile. On forme alors un carbocation. Il existe deux possibilités. Le H va se fixer sur le carbone de gauche impliqué dans la double liaison et on forme alors le carbocation sur le carbone de droite, ici un carbocation primaire, ou le H va se fixer sur le carbone de droite impliqué dans la double liaison et on forme alors un carbocation secondaire plus stable, c'est celui qui est représenté sur le schéma réactionnel. Dans une deuxième étape, Br- peut attaquer le carbocation déficient en électrons pour fournir l'halogénoalcane secondaire représenté ici. L'attaque peut avoir lieu de part et d'autre du plan du carbocation. On obtient finalement un mélange racémique des composés R et S. Intéressons-nous maintenant à la réaction 2-méthylbute-2-N plus HBr. Comme dans l'exemple précédent, on doit former le carbocation le plus stable possible. Ici, ce sera un carbocation tertiaire. Pour cela, l'hydrogène a été additionné sur le carbone le moins encombré de la double liaison. Ici, il n'existe pas de centre asymétrique sur le composé final. On obtient donc uniquement l'halogénoalcane tertiaire représenté sur la diapositive. On s'intéresse maintenant à la réaction Hex-1n plus H2SO4 dilué dans l'eau. H2SO4 est un acide, donc un donneur de protons H+, et le couple acido-basique mis en jeu est H2SO4, HSO4-. Ces espèces coexistent dans le milieu, comme le montre l'équilibre présenté ici. Une fois le carbocation le plus stable formé, c'est l'eau qui va jouer le rôle de nucléophile, puis le catalyseur sera reformé en fin de réaction, régénération de H+, donc de H2SO4. Le produit final est un alcool secondaire obtenu sous forme d'un mélange racémique. Le même raisonnement pourra être tenu dans le cas de la réaction du 2-méthylbute-2-N en présence de H2SO4 dilué dans l'eau. Finalement, le produit formé est un alcool tertiaire qui ne présente pas de centre asymétrique. Dans l'exercice 2, on s'intéresse aux réactions d'addition nucléophile. Ces réactions interviennent sur les doubles liaisons carbone-oxygène, puisqu'alors le carbone moins électronégatif que l'oxygène est déficient en électrons. Il porte donc une charge delta+ et peut être attaqué par un nucléophile. Comment pouvons-nous expliquer la formation du composé A ? En milieu acide, un des doublets de l'oxygène du carbonyle va se protoner. L'oxygène résultant sera chargé positivement, il va donc attirer les électrons de la liaison carbone-oxygène à lui, et le carbone portera une charge delta+ plus importante que celle présente sur le produit de départ. On parle d'activation du carbonyle. Dans ce cas, l'attaque du nucléophile sur ce carbone déficient en électrons sera facilitée. Ici, le nucléophile est l'oxygène du groupement OH qui porte deux doublets non liants et la réaction d'addition nucléophile se fait de manière intramoléculaire. Lorsque OH attaque le carbone du carbonyle, il y a rabattement de la double liaison CO sur l'oxygène qui perd alors sa charge positive. Finalement, on perd H+ en fin de réaction pour récupérer un produit final neutre, ce qui met en évidence le rôle catalytique de H+. On forme ici un hémiacétal. La formation du composé B peut s'expliquer exactement sur le même principe. Dans un premier temps, on protonne l'oxygène du carbonyle, car on est en milieu acide. Le carbone du carbonyle devient encore plus avide d'électrons, puisqu'il est plus déficient en électrons.
l'attaque nucléophile du doublet non liant de l'oxygène de la fonction alcool sur le carbone du carbonyle est facilitée. Lorsque OH attaque le carbone du carbonyle, il y a rabattement de la double liaison carbone-oxygène sur l'oxygène qui perd alors sa charge positive. Sur un même carbone sont alors fixés 3 atomes plus électronégatifs que le carbone, ceci rend la molécule peu stable. Il faut donc perdre un de ces groupements. C'est pour cette raison que l'on parle de mécanisme d'addition puis d'élimination pour caractériser les réactions de condensation. Pour faire cette élimination, on va créer un bon groupement partant. On protonne alors un des OH portés par le cycle. Le groupement H2O+, va pouvoir partir facilement puisque l'oxygène chargé positivement va avoir tendance à récupérer le doublet de liaison en partant pour donner H2O. La molécule éliminée est neutre et stable, c'est en partie cette raison qui explique qu'il s'agit d'un bon groupement partant. Au final, on va perdre le H+, régénération du catalyseur, et récupérer le composé B, une lactone. Ces deux exemples mettent bien en évidence une remarque faite dans la partie addition nucléophile sur les carbonyles. Dans le cas des doubles liaisons carbone-oxygène, des cétones et des aldéhydes, on additionne simplement le nucléophile. Le carbone du carbonyle n'est lié ensuite qu'à 2 groupements électroattracteurs au maximum. Dans le cas des doubles liaisons carbone-oxygène des dérivés d'acide, acide carboxylique, ester ou chlorure d'acide, après addition du nucléophile, le carbone du carbonyle est lié à 3 groupements électroattracteurs. Il faut en éliminer au moins un. Par conséquent, on a un mécanisme de type addition puis élimination. Cette conclusion est générale. Finalement, que devez-vous retenir de ce chapitre ? Au niveau des réactions de substitution nucléophile et d'élimination, vous devez connaître les différents mécanismes réactionnels présentés dans ce cours, SN1, SN2, E1 et E2, ainsi que leurs principales caractéristiques. Vous devez également pouvoir prédire, dans le cadre d'une réaction de substitution nucléophile, si le mécanisme sera du type SN1 ou SN2, et de la même façon, dans le cadre d'une réaction d'élimination, si le mécanisme sera du type E1 ou E2. Enfin, si une compétition entre substitution nucléophile et élimination est envisageable, sachez quels facteurs vous devrez prendre en compte pour prévoir les produits majoritaires formés. Pour les réactions d'addition, vous devez être capable de prévoir les produits d'arrivée, que ce soit une réaction d'addition électrophile sur les doubles liaisons carbone-carbone ou une réaction d'addition nucléophile sur les carbonyles. Des notions importantes vous ont également été présentées tout au long de ce chapitre. Il s'agit des problèmes de régiosélectivité, stéréosélectivité ou stéréospécificité. Je vous propose dans les diapositives suivantes quelques exercices simples d'application directe du cours pour vous permettre de tester votre compréhension de ce chapitre.